Marseille corrigé dans l'antre monégasque du côté du stade Louis II à Monaco ce week-end. Match de 17h ce samedi soir et Monaco qui s'empare de la seconde place pour le compte de cette 29e journée de Ligue 1 McDonald's. On en parle avec toi, Juan José. Et quel décolletade. Ouais, quand même, 3-0. Même si été. C'est Monaco, même si c'est des équipes qui effectivement sont en lutte pour gagner cette 12e place derrière le PSG, mais ça n'empêche que le match n'étant pas non plus un match de grande qualité pour nous faire rêver. Mais ce qui se passe à Marseille est vraiment inquiétant. Ils ont déjà perdu donc cette 12e place. La fin de championnat. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle tous les lundis autour de cette équipe de Marseille. Et ce qui devient le plus inquiétant, c'est que autant il y a d'autres équipes comme Lyon qui sont dans une dynamique favorable, autant Marseille est rentré dans une dynamique complètement folle où effectivement ils n'arrivent pas à gagner, ils n'arrivent pas à bien jouer. À un moment donné, ils jouaient pas bien, mais ils gagnaient et ils avaient assuré une 12e place qu'on pensait qu'elle pouvait leur rester pendant longtemps. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui... avec Mourad. Allez-y. Il y a quelque chose. Je disais qu'effectivement, Marseille est en dents de scie depuis le début de la saison, mais à vous entendre parler, vous tapez sur le cadavre. Mais écoutez, vous exagérez quand même un tout petit peu. On ne peut pas prétendre que toutes les fautes reviennent au président à Longoria, parce qu'il n'a pas fait le bon recrutement. Sauf que, quand cela fait référence à la saison 22-23, je vous rappelle que quand même s'ils ne sont pas à son meilleur niveau, c'est la meilleure saison avec cette équipe des nuls, à vous entendre parler. Ils sont capables de se qualifier pour la Champions League. Et peut-être 12e du championnat. Donc, on commence à taper sur Marseille, et je suis d'accord avec vous parce que le jeu n'accompagne pas, parce que c'est des dons de scie tout au long de la saison. Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait, excuse-moi, c'est la meilleure équipe au niveau du classement depuis 4 saisons. Pour moi, c'est tout à fait légitime. Alors, légitime pour toi, c'est légitime. On ne peut pas taper tout le temps sur le président Longoria, parce que comment tu veux recruter quand ton équipe est 12e du championnat et que tu vois que ça marche? Pourquoi je vais recruter? Personne ne recrute. De la même façon, posons-nous la question sur des Serbiens. Pourtant, c'est recruté là. Tu l'as fait tout à l'heure. Mais en même temps, il va falloir quand même si tu es fatigué de le faire, de s'intéresser à la question mentale de cette équipe qui, ayant quand même des capacités pour être 12e du championnat français, il y a des mois, il y a des périodes où ils n'arrivent plus. Se déplace au Havre et termine avec Rennes tout de même. Et Monaco va recevoir Strasbourg, qui veut aussi se qualifier. Parmi les 4 premiers, ça va être un match important pour Monaco. Mais tu parlais des chiffres. Alors vas-y, Rodrosé. Voyons les chiffres. L'attaque de Marseille est la 2e attaque du championnat. À égalité avec Monaco. Avec Monaco. C'est pas faux ça, moi. Et faut Lyon, noter, parce que les 3 équipes ont marqué 57 buts. Les 3 équipes. Donc c'est vrai qu'ils marquent moins, c'est pour ça qu'ils se sont fait rejoindre. Mais l'attaque de Marseille reste la 2e meilleure attaque de le rappeler, championnat. Et la défense de Marseille elle est mauvaise, d'accord, par rapport à d'autres. Par rapport aux prétentions. Sauf que, il y a que 2 buts de différence avec Monaco, qui en a encaissé 39, ou Lyon qui en a encaissé aussi 39. Marseille, c'est 41 buts. 41 buts. Donc, si vous enlevez les 3 qui a encaissé face à Monaco, c'est même moins. Donc, tout est relatif. Quand vous parlez des chiffres, parlons des chiffres. C'est la meilleure attaque après le PSG et c'est la meilleure défense après, donc, si tu veux. De toute façon, on peut tout dire. On peut tout faire dire aux chiffres. Mais aussi, on peut critiquer. Mais il a bien fait de le rappeler. Mais je rappelle les chiffres, elles sont là. Merci, c'est une saison. Il a raison. Bien sûr. Voilà, le PSG qui va devoir confirmer la très belle prestation au Parc de Prince avec ce 3-1 face à Aston Villa. Il faut quand même toujours se méfier de ces équipes anglaises, d'autant plus qu'Aston Villa n'est pas encore qualifié pour la Champions League du côté de l'Angleterre, mais qui ce week-end a fait quand même un joli carton face à Southampton, 3-0 à l'extérieur. Cela dit,
dit, effectivement, la confiance, elle manque du côté de Marseille, mais elle est là du côté du PSG. Et pour parler si cette équipe plaît en Europe, oui, elle plaît en Angleterre, elle plaît aussi en Espagne, mais bien sûr, vous savez, nous avons une relation de haine-amour avec le PSG en particulier, donc on a toujours un œil attentif. On veut croire que si le PSG est à tel niveau aujourd'hui, c'est grâce à Luis Enrique, parce que c'est un entraîneur espagnol, sinon il ne serait pas à ces niveaux. Mais en même temps, vous savez, il y a énormément des défiances des supporters et du football espagnol envers le PSG. On connaît les mauvaises relations du PSG, du président du PSG avec le FC Barça, avec Florentino Pérez, avec l'Atlético Madrid, parce que sur deux systèmes qui s'opposent, c'est le président de l'ECA avec la Super League, le projet de la Super League et Nasser Khelaifi qui s'y est opposé, pas forcément pour des raisons sportives, mais pour des raisons idéologiques. Donc voilà, et c'est tout à fait légitime. Mais après, est-ce que la stratégie économique du Real Madrid ou du FC Barcelone basée sur la dette est beaucoup plus saine que celle du Paris Saint-Germain basée sur des fonds souverains, ou celle d'oligarques américains ou russes de certains clubs anglais, par exemple? Moi, j'en suis pas sûr. Oui, tu n'es pas sûr, mais tu peux permettre. Mais c'est un débat. Non, mais c'est parce que un débat qu'en France, on essaye de sortir tout le temps pour expliquer ce qui est tout à fait explicable en fait. La dette, c'est la dette qui est payée par les socios. Je vous rappelle que le Real Madrid et le Barça, ce ne sont pas des sociétés sportives, ce sont des sociétés sportives. Ça, on en est conscient. C'est des adhérents. La dette, elle est fournie par les banques. Elle n'est pas fournie par des États, ni par des oligarques. Ce sont les banques qui... et ce sont des prêts garantis par les adhérents des socios du Real Madrid et du Barcelone. Donc arrêtez de parler si c'est mieux ou c'est pas mieux. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les socios qui payent la dette. Ça, c'est par contre, c'est sûr. Juste rappeler effectivement que la remontada sur un 2-0, faire attention. On va vers les prolongations puis les pénaltys. Ce qui est bien avec ce PSG, je crois qu'ils se font respecter aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les attendait pas après avoir vu la phase de qualification. Ça joue bien Paris. Mais ils ont énormément du mal à se qualifier. Ou même depuis le départ d'Mbappé aussi. Et on oublie assez rapidement effectivement que le mal qu'ils ont eu pour se qualifier pour cette 12e phase. Après, juste rappeler qu'il y a pratiquement une équipe qui est déjà qualifiée, que c'est le Barça, qui va jouer après puisqu'ils avaient battu 4-0 Dortmund. Il y a cet autre match entre l'Inter et le Bayern de Munich dans l'autre partie du tableau. Et je vous dis ça à cause justement du PSG. Quand vous regardez les équipes qui restent, ce sont quand même des grosses équipes. C'est vrai que peut-être, paradoxalement, ce sont les deux Anglaises, Aston Villa et Arsenal, qui a priori on n'imaginait pas à ce niveau-là, mais on le voit qu'ils sont en train de lutter pour la Champions League, donc dans leur championnat. Mais c'est que ça reste quand même 8 équipes très puissantes, et n'importe lesquelles, sauf Dortmund, pourrait passer. Rapidement avec toi. C'est vrai que le joueur peut-être avec Drogba a quand même quelque chose de plus, dans le sens c'est quelque chose. Il faisait aussi, il était un grand joueur, il a beaucoup donné, je dirais. Mais il faisait aussi les spectacles, aussi bien à l'intérieur d'un terrain qu'à l'extérieur, et notamment on le voit souvent donc ces dernières années avec notamment la présentation des Ballons d'Or auquel il s'attelle depuis quelques années. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a un statut très particulier, très aimé en Angleterre, mais aussi très aimé du côté français. Donc et ça lui donne peut-être pour les Français un peu plus de charisme, puisque Mohamed Salah n'a pas évolué dans le championnat français. Mais ce qui est quand même assez intéressant, effectivement, c'est l'importance des joueurs africains dans le championnat anglais. Dans le championnat espagnol, il y a moins des joueurs africains. Adebayor a fait le transit. Il y en a moins. Mais c'est vrai que leur impact est beaucoup moins important qu'il ne l'est dans le championnat anglais. Et il y a eu quand même, effectivement, un nombre important quand même des joueurs africains qui sont passés. Mais le fait que pendant très longtemps, le championnat espagnol a été plutôt un championnat avec des joueurs espagnols, puis des joueurs latino-américains, a peut-être fermé ses portes aux joueurs africains. Mais j'ai quand même un nom
Frédéric Canouté. Non. Nordin Naibet. Quelqu'un qui était le premier joueur africain à avoir joué dans les années 70 du côté des Valence, notamment, c'était Keita. Keita, décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois ou l'année dernière, et qui avait été le premier joueur africain à jouer avec Valence, et qui, moi, jeune enfant à l'époque, dans les années 70, j'avais trouvé ça merveilleux de voir un Africain jouer à Valence et vêtu des blancs. Tout blanc vêtu. Mais on était vraiment enchantés de ce joueur. Magnifique personnage. Il y a énormément de joueurs africains qui sont passés par l'Espagne, mais qui n'ont laissé aussi la même empreinte que du côté de l'Angleterre.